vénéré et révérend nous, qui a posé des questions extrêmement importantes. Je voudrais que vous m'autorisiez à déroger à la règle pour prendre en compte ces préoccupations, ensuite venir aux questions des journalistes. Nous avons tous, moi en tout cas tout petit, été bercé par ce psaume de notre regretté mais très respecté archevêque de Bamako, qui disait que le filet attrapait les petits poissons et laissait passer les gros poissons. Nous voudrions à l'Office central faire en sorte que Outre-Tombe soit content de nous et qu'il n'ait pas raison. Et que les filets attrapent aussi les gros poissons. Déjà, les 3 dossiers que nous avons transmis, nous n'avons pas décliné leur profil professionnel. Ils sont peut-être des petits poissons, mais un peu gros déjà. Et nous irons crescendo, plaise à Dieu. Oui, le bassin de 1479 déclarations de biens n'inclut pas certaines fonctions qui pourtant doivent nécessairement y être. Encore une fois, je rappelle que ce tableau de 1479 assujettis nous a été transmis par le gouvernement et nous-mêmes avons noté que, par exemple, au niveau du ministère de l'économie et des finances, il n'y a qu'environ une trentaine de personnalités qui figurent dans ce tableau. Alors que c'est quand même l'épicentre des finances publiques. Il y a donc quelque chose à faire à ce niveau-là. Et je pense que le soutien de personnalités comme le révérend nous et les autres, la presse, la société civile, chacun doit se saisir de ce dossier. On doit cesser d'être spectateur. On doit cesser d'avoir un rôle de déclamation, de proclamation de bonne foi et de dénonciation de la mauvaise foi des autres, mais être acteur, être actif, être dynamique. Aller au combat, interpeller, agir, obtenir des résultats. Comment se fait-il que dans un pays comme le Mali, un syndicat, quelle que soit sa puissance, réussit à acculer le gouvernement au point de l'amener à admettre que certaines fonctions essentielles arrivent à se soustraire de facto à l'obligation de déclaration des biens. Chacun de vous est interpellé. Nous n'avons pas fini de jouer notre partition, mais nous avons fait beaucoup pour tenir, pour lutter, pour nous battre, un peu seuls, pendant plusieurs mois. L'heure est venue que chacun se sente réellement concerné. Pas seulement intéressé, mais à se lever, à chercher à savoir, à demander, à obtenir les résultats du gouvernement, des autorités. Travailler en aval, je parle pour moi, mes révérends nous, ça me rêve moi aussi de voir que dans notre pays, lorsqu'on est candidat à la fonction publique, qu'on dépose non seulement le casier judiciaire, mais qu'on dépose aussi sa déclaration de biens, avant d'entrer à la fonction publique. C'est là où il faut mettre les tamis, c'est là où il faut mettre les filtres, pour pouvoir suivre. Mais malheureusement, monsieur le révérend, pour vous et pour moi, ce n'est pas encore la loi. Et nous sommes un pays, un état de droit, nous ne pouvons que faire ce que la loi autorise. Mais là aussi, chacun a un rôle à jouer, parce qu'en fin de compte, la loi est l'expression de la volonté du peuple, exprimée par ses représentants, élus directement par le peuple lui-même, chargé du mandat de parler pour le peuple. C'est au peuple de parler et d'obtenir de tels résultats. Nous et d'autres sont des acteurs qui ne feront que mettre en œuvre ce que la volonté populaire a exigé et obtenu. Des cas comme l'engagement décennal, il y a aussi d'autres cas, monsieur le révérend, qui doivent être pris en charge en tant que technique d'enrichissement illicite. Il y a ceux qui sont concernés par l'engagement décennal,
Mais nous savons que dans la fonction publique, certains perçoivent des salaires auxquels ils n'ont pas droit, parce qu'ils sont soit en détachement, soit en disponibilité, pour d'autres considérations, mais dont les salaires continuent à courir. C'est aussi des cas d'enrichissement illicite. Mais il y a aussi le fait que chacun de nous arrive au travail à 8 heures pour ceux qui sont les plus hâtifs, à 9 heures, à 11 heures, qui rentrent à 13 heures, à 15 heures, mais qui à la fin du mois perçoivent le salaire complet. C'est aussi une technique d'enrichissement illicite. Donc, Monsieur le Révérend, nous avons beaucoup de travail à faire, nous comptons sur vous. Le secteur privé, là aussi, malheureusement, durant cette lex, la loi aujourd'hui prévoit certainement la corruption dans le secteur privé, mais le dispositif de lutte contre l'enrichissement illicite au Mali ne couvre pas directement le secteur privé. Nous pouvons capter le secteur privé par la voie de la complicité. Lorsque nous engageons une enquête contre un fonctionnaire et lorsque les investigations révèlent que ce fonctionnaire a bénéficié de la complicité d'une entreprise, d'une société, d'un particulier non fonctionnaire, alors nous pouvons étendre les investigations à cette personne qui va subir la même sanction que le fonctionnaire. Et si c'est une société, la sanction est même multipliée par 5 au plan financier. Nous avons donc un travail à faire là aussi pour que la vraie réforme soit celle d'étendre le dispositif aussi au secteur privé, comme le font la plupart des pays qui sont nos voisins, avec lesquels nous travaillons, dans lesquels pays le travail concerne le secteur public comme le secteur privé. Nous avons du travail, Monsieur le Révérend, mais nous comptons sur vous. L'exemple du Kenya est une bonne pratique. Malheureusement, il faut remonter aux autorités bancaires pour décider de le faire. Nous pouvons porter l'information. C'est aussi notre mission d'alerter et de faire cas des bonnes pratiques qui existent à travers le monde. C'est notre mission. Ce n'est pas la peine de créer un autre office, Monsieur le Révérend. Je passe donc aux questions des journalistes. Les 998, c'est vrai que dans les rapports, nous avons mis 998, mais en comptant et récomptant, nous avons trouvé 999. Mais bon, nous sommes à 998 officiellement. En 2018, sinon aujourd'hui, nous avons beaucoup plus parce que les gens ont continué à déposer leurs déclarations. Est-ce que nous avons commencé à contrôler l'exhaustivité? Ce rapport qui vous est présenté est celui du 1er juin 2017 au 31 décembre 2018. Vous avez vu que tout le travail a consisté à faire venir les déclarations de biens et c'était une gageure. Et donc, en 2017-2018, nous n'avons pas eu l'opportunité de faire le travail de contrôle d'exhaustivité parce qu'il fallait d'abord avoir les déclarations. C'est donc pendant l'année 2019 que nous avons fait le travail d'exhaustivité, de contrôle d'exhaustivité, de sincérité et d'exactitude pour savoir est-ce que l'intéressé a tout déclaré, est-ce que l'intéressé, monsieur, vous pouvez cesser de faire passer la voix parce que... Est-ce que l'intéressé a déclaré l'exhaustivité? Est-ce que l'intéressé n'a même pas déclaré plus pour anticiper sur un éventuel enrichissement illicite? Tout est possible. Et donc ce travail a été fait pour 2019 et va être relaté, Inch'Allah, dans les rapports à venir. Est-ce qu'il y a des sanctions à la non-déclaration? La non-déclaration est sanctionnée par la révocation de l'agent qui perd son poste et par une poursuite judiciaire qui peut décider d'une amende. L'amende, c'est l'équivalent de 12 mois de salaire avec une interdiction d'occuper une des fonctions assujetties à la déclaration de biens pendant 5 ans. Ça veut dire, lorsqu'un directeur national, j'ai un exemple, il ne faut pas qu'après on dise que je suis après directeur national, malheureusement il faut prendre un exemple, n'a pas fait une déclaration de biens, il y a quand même un formalisme. D'abord, il faut lui notifier par huissier commissaire de justice qu'il n'a pas déposé sa déclaration de biens à la date advenue. Et on lui donne un délai de 3 mois pour le faire. Au bout de ce délai de 3 mois, si l'intéressé n'a toujours pas déclaré, le rôle de l'Office central à ce moment, c'est d'écrire
au chef du gouvernement en tant que chef de l'administration pour l'informer de cette situation. Et c'est donc à ce niveau que la décision de la sanction est prise pour relever l'intéressé de sa fonction, le faire poursuivre devant la justice, et ensuite, en toute indépendance, la justice examine le cas. Si elle est d'avis qu'il y a une infraction, alors elle doit sanctionner en infligeant l'amende de 12 mois de salaire et en prononçant l'interdiction d'occuper les fonctions. Donc, ce directeur national, pendant 5 ans, ne peut plus être directeur national, directeur régional, ni même ministre, s'il en a les compétences. Le Mali occuperait la 29e place à l'indice de transparence internationale. Je ne me sens pas la personne désignée pour expliquer les techniques d'intervention en transparence internationale, mais nous savons tous de façon générale en doctrine que ce sont des formulaires qui sont distribués dans les pays, des questions qui sont posées aux citoyens, et c'est l'agrégation des résultats par des techniques, des méthodes quantitatives d'analyse des données qu'on arrive à ces classements-là. Quels ont été les impacts de la sensibilisation? Nous ne tirons pas la couverture vers nous, nous devons être modestes. Sans flagornerie, nous pensons avoir quand même contribué à éveiller l'opinion publique malienne sur le concept d'enrichissement illicite. Ce n'est pas un hasard que nous voyons fleurir depuis quelque temps des associations, des regroupements sous différentes dénominations pour parler de lutte contre la corruption, parler de lutte contre l'enrichissement illicite. Le dernier dialogue national inclusif a profusément parlé d'enrichissement illicite. C'est un concept qui existe au Mali depuis 1982, mais dont personne ne se souvenait. Nous pensons modestement que nos actions de sensibilisation ne sont pas étrangères à cette prise de conscience. Mais de façon plus prosaïque, nos actions de sensibilisation ont permis, en 2017-2018, de réunir 998 déclarations de biens sur 1479 attendus, soit plus de 67%. Nous pensons qu'il y a un impact concret. Mais nous sommes d'accord qu'on doit aller plus loin, on doit aller plus haut, parce que l'intérêt qui est en jeu est immensément plus grand. Les structures qui ne déposent pas les rapports de contrôle, il n'y a pas de sanction que la loi ait prévue, même si c'est une obligation. Nous avons préféré privilégier la voie de la pédagogie, de la collaboration, plutôt que le développement de frictions et de conflits. Si la loi dit que l'Office central est chargé de susciter la concertation, il n'appartient pas à l'Office central de monter sur ses ergots et de crier haut et fort son mécontentement, mais c'est plutôt de développer une approche souterraine, une approche pédagogique, afin d'amener tout le monde à comprendre que chacun et tous nous avons intérêt à travailler ensemble. Et c'est une démarche payante parce qu'en 2019, nous avons reçu beaucoup plus de rapports en termes de nombre, aussi en termes de type de rapports. Ça veut dire que ça évolue et nous préférons cette voie plutôt que la voie de l'affrontement qui ne nous paraît pas du tout appropriée en l'occurrence. Des dénonciations qui auraient été faites par une organisation, oui, nous avons reçu de cette organisation des dénonciations. Mais aucune dénonciation, aucun des 3 dossiers dont nous avons parlé n'est consécutif à cette dénonciation. Les 3 dossiers que nous avons sortis sont soit des dénonciations d'autres sources ou des autosaisines de l'Office central sur la base d'informations. Mais soyez certains, oui, nous avons reçu des dénonciations, elles sont en cours de traitement. Nous avons vu dans la presse des dénonciations indirectes, des informations, des simples reportages. Nous avons même reçu des dénonciations via la presse. Peut-être que l'organe de presse qui est là se reconnaîtrait. Nous avons reçu ces dénonciations, c'est en cours de traitement. Mais les résultats que nous avons présentés n'est pas consécutif à ces différentes dénonciations, mais toutes sont reçues et toutes sont en cours de traitement aujourd'hui. Y a-t-il des suites judiciaires? Je l'ai déjà signalé. Nous devons saisir la justice et nous l'avons fait. La justice doit maintenant engager la poursuite
soit transmettre à un juge d'instruction ou même aller directement en jugement devant le tribunal. L'enrichissement illicite est une innovation législative. En 1982, l'enrichissement illicite a été institué en tant que crime. Ça veut dire que c'est une procédure particulière, longue, coûteuse. Il faut passer par un juge d'instruction nécessairement, devant la chambre d'accusation nécessairement, il faut aller devant la cour d'assises nécessairement. Et donc c'est ce formalisme qui a bloqué, qui a plombé, je voulais dire, la mise en œuvre de la loi de 1982. Tirant leçon de cette mauvaise expérience, en 2014, le législateur malien a fait de l'enrichissement illicite un délit. Certes, en termes de sanctions, la peine est plus faible. Mais en termes de procédure, c'est plus léger, il y a un gain de temps, c'est plus efficace. C'est donc plus efficace de sanctionner vite, même si c'est à une faible durée de détention, que de prévoir une longue durée de détention et de ne pas avoir à mettre ça en œuvre du fait de la procédure. Et donc aujourd'hui, les dossiers comme ceux que nous avons transmis, en tout cas nous pensons, nous espérons que la justice, parce qu'elle en a les moyens juridiques, saisisse directement le tribunal et que dans 1 mois, dans 2 mois, nous ayons la condamnation. Parce que l'intérêt qu'il y a dans les dossiers de l'Office central, c'est vrai, emprisonner c'est extrêmement important parce que la peine aussi, la sanction pénale a en elle-même les germes de la pédagogie et de la rétribution comme on dit dans les écoles de droit. Mais l'autre aspect qui est important et qui est vraiment une innovation, c'est la saisie des biens. Les biens que j'ai évoqués sont des biens qui sont identifiés physiquement sur le territoire. Nous vous aurons même projeté des photos ni têter le besoin de protéger la présomption d'innocence. Les titres fonciers sont tous connus. Les autres titres de propriété sont tous connus. Et la loi dit que ces biens doivent être saisis, confisqués et en cas de condamnation définitive, restitués à l'État. Et donc, ça veut dire que rien qu'à travers ces 3 dossiers, l'État, dans quelques mois, peut recouvrer minimum 4 milliards. Parce que ce que j'avais oublié de mentionner, c'est que les parcelles de terrain, nous ne les avons pas évaluées, nous avons pris les valeurs déclarées. Imaginez une parcelle en titre foncier à Ségou ou à Caille qu'on nous présente comme ayant coûté 80 000 francs. Les parcelles, dans les documents officiels, à Ségou, même à Bamako, à Caille, à Sikasso, sont présentées comme ayant coûté 80 000 francs, 150 000 francs. Aucun TF n'a coûté 500 000 francs. Mais nous avons dit par prudence, nous prenons ces valeurs. Ça veut dire que ces parcelles ont des valeurs beaucoup plus grandes. Et donc, le montant en question, en réalité, est beaucoup plus grand. Mais nous avons préféré jouer la carte de la prudence pour ne pas avoir à donner de faux espoirs à notre peuple. Alors, je pense que la dernière question concerne comment faire augmenter le flux de déclaration des biens. Nous continuons la sensibilisation, l'information, mais nous voudrons que chacun de vous soit acteur. Plutôt que d'être derrière les marigots, jeter les cailloux à l'office central et se contenter des éclaboussures, il faut se jeter à l'eau. Il faut agir. Il faut agir. Il faut agir et même activement agir. Et ainsi, nous allons obtenir des déclarations plus nombreuses. Les sanctions, j'en ai déjà parlé. Et je pense avoir ainsi couvert les questions qui ont été posées. Exactement. Monsieur le Président, je crois que vous avez donné réponse aux 5 questions.